Bonjour à tous, merci à Jean-François de nous avoir proposé cette thématique, parce que la déhiscence du canal semi-circulaire supérieur, c'est une pathologie de découverte finalement récente. Là, en fait, c'est 20 ans de la première description, et ça fait qu'en pratique clinique, les cliniciens ont encore beaucoup de questions autour de la physiopathologie, des explorations et même des différents traitements qui peuvent être proposés. Et je remercie Jean-François de m'avoir proposé d'être associé à Paul Avance. Ça m'a permis de lui poser toute une liste de questions, donc j'ai dû me réfréner un petit peu. Je vous la laisse découvrir sur cette diapositive. Et puis finalement, on a donc décidé de se concentrer sur trois grandes catégories de problématiques. La première, c'est l'hétérogénéité symptomatique. Parce que dans les séries qui sont rapportées, on parle des patients bien sûr les plus invalidés, mais en réalité, on sait que sur l'ensemble de la population qui passe un scanner des rochers, on retrouve chez 3 à 9% des scanners des rochers des déhiscences qui parlent ou pas, sans qu'on sache si des gens soient complètement asymptomatiques ou avec des symptômes discrets. On a des marqueurs en exploration électrophysiologique qui confirment la présence d'une troisième fenêtre. Mais ce qu'il ne nous indique pas, c'est l'importance du retentissement symptomatique. Et donc, on doit se baser essentiellement sur la radiologie et la plainte fonctionnelle rapportée par le patient pour pouvoir proposer un traitement. Et puis, ces traitements, si au global, ils fonctionnent, dans les différentes séries qui sont rapportées, on peut quand même aller jusqu'à 30% d'échecs. Donc, on n'est pas dans les pourcentages de réussite d'une autospongiose, d'une tympanoplastie. Donc, il y a des échecs qu'il faut quand même pouvoir expliquer. Donc l'arrivée des 20 ans de la première description par Lloyd Minor a donné l'occasion de pouvoir publier plusieurs revues de la littérature, et certaines qui ont été très intéressantes pour pouvoir lister les symptômes et essayer finalement de pouvoir bâtir un questionnaire spécifique à cette pathologie. C'est ça qui nous manque dans beaucoup de publications. On peut emprunter des questionnaires vers l'acouphène, vers le THI, emprunter des acouphènes vers les pathologies vestibulaires, mais il n'y avait pas de questionnaire vraiment dédié à la déhiscence, au syndrome de déhiscence du canal semi-circulaire supérieur. Donc cette équipe a fait une revue de la littérature avec un grand pool de patients et a identifié donc un certain nombre de symptômes qui pouvaient être mis en avant. Le premier, c'est l'instabilité, mais qui est quand même pas très spécifique. Et avec, en arrivant juste en deuxième et troisième position, en revanche, des symptômes beaucoup plus spécifiques, voire caractéristiques, donc l'autophonie, l'hyperacousie par voie osseuse, et les problèmes vestibulaires induits soit par des changements pressionnels, soit par le son, avec au final donc trois catégories de symptômes qui sont répertoriés, cochléaires, vestibulaires ou associés. Et la même équipe a récemment publié donc, une échelle d'évaluation de sévérité des symptômes qui présente pour l'instant assez prudemment et assez modestement comme une base pour un éventuel questionnaire de qualité de vie spécifique, pour un questionnaire donc d'évaluation de la qualité du traitement par le patient. Ils le présentent prudemment parce que la série qu'ils ont interrogée et comparée à une population contrôle est relativement réduite, qu'il n'y a pas eu de répétition de mesures dans le temps, mais ça nous permet d'avoir une idée des principaux symptômes qui peuvent être présents dans cette pathologie et de leur distribution. Et donc ce qu'ils ont mis en évidence, c'était que la plupart des items classiques, donc les vertiges induits par les sons forts, vertiges induits par les changements de pression, acouphènes pulsatiles bien sûr, la plénitude auriculaire était très significativement plus présente et plus sévère chez les patients présentant une déhiscence que la population contrôle, et en revanche des items qui étaient relativement peu rapportés dans cette série, donc l'acouphène au mouvement des yeux, l'impression d'avoir un champ visuel penché, et les mouvements des yeux, la fameuse oscillopsie, cette fois-ci rythmée par le pouls. Je vais laisser Paul parler de la physiopathologie. Merci. Donc moi, à mon tour, je remercie les organisateurs de cette invitation et de cette organisation. Donc la théorie de la troisième fenêtre, en gros, elle est complexe parce que la présence de cette fenêtre va induire un bouleversement de toute l'hydrodynamique, non seulement de la cochlée, mais aussi du canal concerné et du reste du labyrinthe, en fait. Donc, clairement, lorsqu'il y a une troisième fenêtre, où qu'elle soit,
l'impédance de la scala vestibuli en face de la fenêtre ovale se trouve abaissée, plus ou moins, selon la géométrie du système. Et à ce moment-là, on a des perturbations déjà du côté cochléaire, puisque la différence d'impédance entre la scala vestibuli et la scala tympani est à l'origine du stimulus qui va permettre l'audition. Donc les signes cochléaires s'expliquent par le fait qu'on a absolument besoin d'une apparition d'une pression différentielle entre les deux rampes qui, à l'état normal, s'établit naturellement s'il n'y a pas de troisième fenêtre et qui déclenche l'onde propagée, celle-ci ayant des propriétés qui dépendent des propriétés mécaniques de la membrane basilaire. Donc peu importe, hein, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça va induire une tonotopie. Alors, les différences d'impédance, la scala vestibuli a une impédance élevée parce qu'elle est en fait en communication avec une zone fermée, s'il n'y a pas de troisième fenêtre, alors que la fenêtre ronde abaisse celle de la scala tympani. Lorsqu'il y a défaut, où qu'il soit, eh bien, l'énergie dans la scala vestibuli est tout simplement détournée vers la zone ouverte anormalement, et on va avoir une élévation des seuils en conduction aérienne puisque l'onde propagée va être mue par une pression différentielle diminuée. Incidemment, l'ouverture à la scala vestibuli de ce qui vient du liquide cérébrospinal, normalement la communication devrait se faire à peu près uniquement par l'acduc cochléaire qui débouche de l'autre côté, qui a une perméabilité très limitée. Mais là, la pulsatilité de la pression intracrânienne va se transmettre, d'où, par exemple, un acouphène pulsatif. Alors, du côté conduction osseuse, ça a été le phénomène qui a, disons, suscité la curiosité de Lloyd Minor et collègues. Il y a, en fait, donc on a une amélioration paradoxale de cette conduction qui crée une pseudo-transmission en combinant les deux parties du tableau. Alors, en conduction osseuse, il y a plusieurs modes qui permettent à la stimulation par vibrateur d'entraîner une sensation auditive. L'inertie bien évidente, hein, soit l'étrier bouge dans un labyrinthe fixé, soit on fait vibrer le labyrinthe et l'étrier est immobile et le mouvement se fait par inertie dans un sens ou dans l'autre. Mais il y a un deuxième mode qui est le mode de compression, qui a une efficacité similaire à celle du premier, qui fait que lorsqu'on fait vibrer la coque osseuse, en l'absence, qu'est-ce qui se passe? En l'absence de troisième fenêtre, et s'il y avait exactement la même masse liquidienne du côté scala vestibuli et du côté scala tympani, au niveau membrane basilaire, il ne se passerait rien. Et il y aurait juste un jeu des fenêtres. OK. Mais ce n'est pas le cas, parce que du côté scala vestibuli, comme son nom l'indique, il y a le vestibule qui vient rajouter une inertie supplémentaire. À ce moment-là, la différence d'inertie entre les deux parois fait que, de part et d'autre du moins de la scala média, fait qu'on va avoir une excitation efficace de la membrane basilaire. Si on rajoute, si par la présence d'une anomalie anatomique, ça se traduit par la présence d'une masse plus importante au final du côté scala vestibuli, on augmente l'efficacité de ce phénomène. Donc meilleure conduction osseuse par le mode compression. Donc on a une pseudo-transmission et puis l'autophonie apparaît par le fait que la conduction osseuse est privilégiée dans la circulation des sons. Alors côté vestibulaire, c'est très complexe également de prédire ce qui se passe, puisque lorsque le vestibule est normal, il ne se passe rien lorsqu'on stimule, pratiquement rien, on va dire, quand on stimule par voie sonore la partie cochléaire, hormis le fait qu'on aura des potentiels évoqués saculaires si on envoie une grande claque au niveau de l'étrier. Alors ça, c'est un travail tout récent de Iversen, c'est l'équipe de John Carey, en fait, qui a proposé cette modélisation. Alors, c'est de l'hydrodynamique pure et dure, hein, donc c'est passé dans une revue qui est beaucoup plus, scientifique, dure que clinique, c'est très dommage. Mais ce qui se passe, c'est que, voilà,
leur modélisation par éléments finis montre que le comportement des membranes est totalement différent par rapport à ce dont on a l'habitude lorsqu'il y a troisième fenêtre. Et donc, ce qui se passe, le son arrive, j'essaie d'expliquer le Tullio en fait, dans cette partie-là, le son arrive, un déplacement volumique se produit au niveau de l'étrier, et normalement, il n'y a rien d'autre. L'incompressibilité des liquides fait que tout va être focalisé au niveau de la membrane basilaire. Là, ce n'est pas le cas. Le déplacement d'un certain volume de périlymphe entraîne, à un endroit donné, là où il y a la déhiscence, on va avoir, surtout si la déhiscence est petite, c'est ça qui est un peu paradoxal, on va avoir concentration de ce déplacement volumique qui a été focalisé du côté du canal atteint par le fait que l'impédance de l'ensemble de la scala vestibuli et de ce qui a connecté derrière a baissé. Et donc, on va avoir, dans le modèle, c'est très clair, un point de départ qui est la déhiscence elle-même. C'est très paradoxal, mais on se souvient du même paradoxe qui avait été soulevé par Beccesi. Quoi qu'on fasse, quand il n'y a que deux fenêtres, l'ébranlement commence à la base de la cochlée, même si on stimule à l'apex. Donc c'est l'hydrodynamique. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Des ébranlements se produisent, une onde va se mettre à être engendrée, et elle va se propager dans les deux branches du canal. Ce qui crée un phénomène hydrodynamique très compliqué, pas forcément symétrique, avec d'une part l'apparition d'ondes qui sont d'autant plus amples que la déhiscence est petite. Il y a quand même une limite, si la déhiscence est infiniment petite, tout va se passer dans la cochlée, donc il n'y aura pas de problème, mais là c'est la limite extrême. Mais donc quand la déhiscence est petite, on va avoir des phénomènes intenses et qui vont se propager de la déhiscence vers l'extérieur, d'un côté et de l'autre de la branche atteinte, et éventuellement qui vont donner des mouvements relatifs de l'endolymphe et des mouvements soutenus. Il y a une vidéo qui suit, qui est pas mal dans leur article, qui montre bien le phénomène. Alors, plus la déhiscence est petite, plus c'est efficace. C'est ça qui est paradoxal, qui fait que les signes vestibulaires peuvent être plus amples que les signes cochléaires. Et donc, les vidéos montrent, si j'arrive alors, je ne suis pas très bon avec... Ah si, voilà. Donc voilà, les ondes qui se propagent et qui vont petit à petit entraîner des vibrations importantes, donc une stimulation du canal en question, et puis des flux d'endolymphe. Donc la stimulation du canal en question peut s'étendre aux canaux voisins. Ça dépend de la géométrie exacte de chaque sujet. Et petit à petit, quand on envoie des sons, se produit au bout de quelques secondes un flux d'endolymphe qui va être permanent et qui va entraîner éventuellement, même sûrement, des phénomènes qui dépendent de la fréquence sonore. Le sens de rotation de l'endolymphe dépend de la fréquence sonore. Le même modèle à 700 Hz et à 400 Hz ne donne pas des déplacements dans le même sens. Alors, bon, au-delà de la clinique, on aimerait bien explorer tout ça concrètement avec des outils objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé d'impédance diminuée dans la scala vestibuli. On prend un impédance-mètre, tout simplement. Et c'est mieux d'avoir l'impédance ou la réflectance, peu importe, c'est des notions concomitantes, en fonction de la fréquence. Puisque, comme je viens de vous le dire, selon la fréquence, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est le travail de l'équipe de Merchant et al. Récent à Harvard. Là, vous avez la bande, alors ce n'est pas la bande normative, c'est l'impédance moyenne ou la réflectance moyenne, plus ou moins un écart type. Et là, 3 exemples de patients avec des déhiscences. Et vous voyez des petites perturbations. Effectivement, en basse fréquence, on a tendance à avoir une réflectance abaissée parce que la scala vestibuli est plus perméable, finalement, à cause de la fuite induite par la troisième fenêtre. OK, mais vous voyez que c'est tout petit, parce qu'en réalité, la bande normative, ce n'est pas la bande grise, c'est 2 fois plus large. C'est moyenne, plus ou moins 2 écarts types, la définition statistique.
Et donc, ces oscillations qui sont effectivement intrigantes quand on les voit comme ça, hors contexte, se fondent dans la masse. Donc, alors moi, je trouve que c'est mieux d'avoir un troisième axe avec la pression dans le conduit auditif externe. C'est la wideband tympanométrie classique. Et après, il faut regarder un pattern à 3 dimensions, ce que peu de gens savent faire parce qu'on ne sait pas où regarder, ni sous quel angle regarder les profils. Donc beaucoup de travail, à mon avis, à faire pour exploiter cet outil. Sur le papier, c'est forcément intéressant et c'est hyper simple, mais reste à interpréter. Et puis, d'autres ont signalé l'augmentation du rapport SP sur AP, qui peut évoquer, par réflexe conditionné, le diagnostic d'hydrops, mais attention, parce que ça dépend du contexte clinique, le sens de ce rapport. Le potentiel de sommation, c'est une déflexion permanente qui précède l'onde 1 des potentiels évoqués et qui, normalement, vient de la dépolarisation des cellules ciliées internes. Et cette dépolarisation peut être augmentée, c'est une catégorie de pathologie. Ça peut être tout simplement une souffrance des cellules sensorielles due à une hypoxie, par exemple. On peut avoir un SP augmenté parce que d'autres cellules se dépolarisent alors qu'elles ne le font pas d'habitude, les cellules ciliées externes, et ça c'est le contexte typique du Ménière, mais aussi les cellules ciliées vestibulaires. Et là, dans le contexte de troisième fenêtre, avec le modèle que j'ai montré tout à l'heure, on comprend que ça puisse se produire. Et à ce moment-là, le SP sur AP est bien augmenté, ça n'a rien à voir avec un hydrops. Donc attention au saut de raisonnement qui serait ici abusif. Et donc, pour nous récapituler, on a un cortège de symptômes absolument étonnants. Et puis surtout, certains dépendent d'une déhiscence plus grande et d'autres dépendent d'une déhiscence moins grande. Et ensuite, l'ensemble ou l'équilibre entre la partie cochléaire et la partie vestibulaire dépend du déséquilibre d'impédance mécanique qui a été créé entre les deux compartiments. Et d'autre part, la troisième fenêtre n'est pas forcément toujours au niveau du canal semi-circulaire supérieur. Et donc, tout est à refaire à chaque fois. Vous voulez, le modèle hydrodynamique est entièrement dépendant de sa géométrie fine. Donc, matière à réflexion pour les cliniciens, parce que tout peut arriver au fond sur un schéma comme ça. Et je pense que je repasse la parole à Mathieu. Donc dans les explorations fonctionnelles cliniques et quotidiennes qu'on peut éventuellement utiliser, effectivement, ce qui est le plus classique, c'est les potentiels évoqués myogéniques vestibulaires, qu'ils soient saculaires ou utriculaires. Alors il y a aussi une question de la fréquence de stimulation qui peut intervenir et que les hautes fréquences qui peuvent provoquer des réponses plus importantes. C'est vrai que l'électrocochléographie, comparativement, a un intérêt pour les études avant-après chirurgie, parce qu'après chirurgie, aller recueillir des potentiels évoqués myogéniques vestibulaires, c'est compliqué, c'est contaminé par d'autres phénomènes. Et puis, la conduction osseuse supranormale reste un élément très, très indicateur de la présence donc d'une troisième fenêtre. En revanche, les outils qui permettent de tester la fonction vestibulaire, qu'elle soit à haute fréquence ou à basse fréquence, c'est des outils qui ne sont absolument pas spécifiques en termes de résultats de cette anomalie. Sur le plan radiologique, on va passer rapidement parce que finalement, il y a une forme essentielle qui existe, qui est majoritaire, avec le défect osseux localisé à l'apex du canal semi-circulaire supérieur. D'autres formes moins fréquentes qui touchent le bras antérieur, le bras postérieur, et puis les déhiscences au contact du sinus pétreux supérieur, qui sont également décrites et qui peuvent modifier un petit peu la prise en charge d'un point de vue chirurgical. Alors sur les récentes revues de la littérature et consensus, il y a maintenant des critères diagnostiques qui sont relativement clairs. Donc le syndrome, il est bien défini. Une symptomatologie caractéristique avec l'autophonie, les vertiges provoqués, les acouphènes pulsatiles, un signe ou une exploration fonctionnelle qui suggère la présence effective d'une troisième fenêtre, donc c'est ça l'ACO supranormal, l'anomalie des VEMS, et l'électrocochléographie qui peut être éventuellement utile dans ce contexte. Alors on va passer maintenant à la partie liée au traitement, si j'ai un petit peu de temps.
Donc c'est une indication qui est compliquée parce qu'on n'a pas de marqueur objectif, on a juste la radiologie qui nous dit qu'il y a une déhiscence, on a la plainte fonctionnelle du patient qu'on peut essayer de coter, mais c'est compliqué sans outils validés, d'où l'intérêt de pouvoir développer un vrai questionnaire spécifique à cette pathologie. Et les séries publiées donc, depuis la première description, on décrit principalement 3 voies d'abord et 2 types de traitements sur le canal, voie d'abord suspectreuse, transmastoïdienne ou la voie du conduit quand on veut renforcer la fenêtre ronde. Et sur le canal lui-même, il y a 2 stratégies possibles, c'est soit on le recouvre, soit on vient le combler. Donc, je vais juste dire quelques mots de notre expérience dans le service sur une 50aine de malades et 63 oreilles, puisqu'il y avait des déhiscences bilatérales, qu'on a repris de manière rétrospective sur un papier qui vient d'être accepté. L'intérêt de cette série-là, c'est qu'elle montre l'évolution qu'on a eue dans le temps vis-à-vis du traitement de cette anomalie-là, avec les premières années, donc une prédominance de l'abord par voie suspectreuse et un début simplement sur ce qu'on appelle le resurfacing, c'est-à-dire qu'on recouvre la déhiscence sans toucher au canal à l'intérieur. Et puis, avec le temps, comblement par voie suspectreuse, un court passage par le renforcement de la fenêtre ronde qui ne fonctionne pas dans nos mains en tout cas, et ensuite donc, le comblement par voie transmastoïdienne. Sur le plan auditif, il y a relativement peu de complications, pas de labyrinthisation majeure en dehors d'une chirurgie de fenêtre ronde où on suspecte une ototoxicité liée à la présence de ciment à proximité. Sinon, pas de labyrinthisation sur les fréquences les plus aiguës, y compris en cas de comblement du canal semi-circulaire supérieur. Comme je le disais tout à l'heure, la répétition des explorations objectives en post-opératoire, c'est compliqué pour les potentiels évoqués myogéniques, difficilement interprétable. Et logiquement, chez les patients pour lesquels on avait réalisé un comblement effectif du canal semi-circulaire supérieur, on observait une diminution du gain au VHIT. Les résultats, j'en disais quelques mots tout à l'heure. En fonction de l'hétérogénéité symptomatique présentée en préopératoire, globalement c'est satisfaisant, mais ce n'est pas aussi satisfaisant que d'autres chirurgies otologiques, avec un pourcentage de persistance de symptômes parfois invalidants, que ce soit l'acouphène pulsatile, que ce soit le phénomène de Tullio ou l'autophonie, un pourcentage de symptômes persistants qui oscille entre 10 et 30%. Donc on ne peut pas être complètement et pleinement satisfait du traitement qui est proposé. C'est probablement dans la sélection des malades à opérer qu'une partie de la réponse réside. Et donc sans outils validés, sans questionnaire spécifique validé dans cette pathologie, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était lister les symptômes cardinaux, demander aux patients s'ils étaient améliorés complètement, partiellement, mais ça reste relativement imprécis. Au final, pour ce qui concerne notre choix, nous, dorénavant, on propose principalement la voie transmastoïdienne avec un comblement du canal qui donne au global de bons résultats. Alors d'autres équipes, et je sais que notamment l'équipe bordelaise se centrait essentiellement sur les symptômes vestibulaires, sans promettre de résultats, entre guillemets, sur les symptômes auditifs qui pouvaient être présentés. Et si on s'intéresse au type de traitement à proposer et qu'on écoute ce que nous a dit Paul avant, théoriquement, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucune déhiscence résiduelle, parce que la plus petite déhiscence qui persiste, elle va générer des symptômes potentiellement importants. Donc théoriquement, ce qu'il faut, c'est soit un comblement du canal. Là, on sait que le canal comblé non fonctionnel ne pourra pas donner de symptômes, soit ce que les collègues décrivent comme le capping, c'est-à-dire le plafonnement du canal, où on est certain qu'aucune troisième fenêtre va venir générer les symptômes potentiellement invalidants. Donc, en conclusion, on a un syndrome qui est maintenant bien défini, avec des catégories de symptômes caractéristiques qui sont consensuelles. C'est déjà une première acquisition satisfaisante. Maintenant, il nous reste à mieux maîtriser l'hétérogénéité symptomatique, à mieux l'expliquer et du coup à mieux sélectionner les patients candidats à un traitement chirurgical. Et donc, quand on en discutait hier avec Paul, effectivement, les données électrophysiologiques, il faut les diversifier, les combiner et poursuivre leur recueil nécessairement sur des populations un petit peu plus importantes et sans doute plus diverses aussi au niveau symptomatique. C'est dans les 3 à 9% de gens qui ont une déhiscence, il faut aussi les évaluer, ces patients-là, et sur le plan symptomatique et sur le plan des explorations. La déhiscence est petite,
plus l'effet sur le canal et les signes vestibulaires seraient perturbants. Ça, c'est un élément qui est important à connaître d'un point de vue théorique. Et puis donc, des études futures dont on espère qu'elles pourront nous apporter plus de réponses. Merci pour votre attention. Merci, professeur Avant, professeur Marx. Et des remarques, des questions? C'était très clair. Merci. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre exposé. Si vous permettez, j'ai quelques petites questions à vous poser. À un certain moment, vous avez parlé d'acouphènes lors des mouvements des yeux. Comment vous expliquez sur le plan physiopathologique que des acouphènes puissent apparaître lorsqu'on cligne les yeux? On va se battre pour chercher trouver une réponse. C'est vrai que c'est très déconcertant. Conduction osseuse, quand elle devient supranormale, rend l'oreille sensible à des sons. Déjà, l'audition normale est proche de la détection du mouvement brownien des molécules d'air dans cette salle sous effet de la température. Moi, je pense que quelques décibels supplémentaires de sensibilité permettent d'avoir la détection de ces sons infinitésimaux. Mais je n'ai pas de réponse plus satisfaisante que ça. Mais 5 décibels de gain par rapport à une audition qui est déjà potentiellement fantastique, ça permet d'entendre des choses qui paraissent irréelles. Très bien. J'avais une deuxième question à poser. Qu'est-ce que vous recommandez donc sur le plan chirurgical? Là, je m'adresse à vous. Vous préconisez davantage de recouvrir le canal par voie suspétreuse ou le comblement du canal par voie transmastoïdienne? Non, comblement du canal, dans l'état actuel des choses, c'est comblement du canal par voie transmastoïdienne. Le resurfacing par voie suspétreuse, il y a plusieurs risques. C'est d'une part, les risques inhérents à la voie suspétreuse, mais ça, on le laisse de côté. Il y a d'une part de ne pas être complètement efficace et donc de laisser une petite déhiscence qui, elle, va être parlante. Le risque que ça se déplace et le risque que ça se résorbe. Le canal, une fois qu'il est comblé, ça se fibrose, il est plus fonctionnel, c'est vrai, mais au moins la déhiscence ne peut plus poser problème. Et sur le comblement du canal, il y a eu des discussions autour de la localisation de ce comblement-là, savoir si c'est en regard de la déhiscence ou si c'est sur un bras, sur les 2 bras. En réalité, donc c'est soit on arrive à combler à l'endroit de la déhiscence telle qu'elle existe, on sait qu'elle ne posera plus problème, soit il faut combler sur les 2 bras si on ne peut pas l'atteindre, du fait d'une prostituance du lobe temporal, par exemple, et donc combler sur chacun des 2 bras pour être sûr qu'il n'y a plus de mouvement liquidien aberrant au niveau de ce canal. Si, alors, la chirurgie a des conséquences vestibulaires immédiates quand il y a un pneumolabyrinthe. Donc ça, évidemment, c'est des patients qui sont vertigineux après. Et alors, la perte de fonction du canal semi-circulaire supérieur, elle est globalement, les patients le compensent plutôt bien. Mais il y a une perte de gain une fois que le canal est comblé. Oui, s'il vous plaît, une question qui m'interpelle. Ces déhiscences, a priori, seraient congénitales. À quel âge se manifestent, quelle population, et à quel âge, en général, apparaissent ces signes Voilà. Alors, congénital ou acquis, on ne sait pas trop. Je crois qu'il y a des patients pour lesquels il y a une forme de deuxième événement, c'est-à-dire qu'il y a probablement une fragilité et une déclaration des symptômes dans un second temps. Il y a des choses qui ont été décrites après la grossesse, après les traumatismes crâniens. Donc il peut y avoir une forme de fragilité constitutionnelle qui va se décompenser à un moment ou un autre à la faveur d'un deuxième événement. Je crois qu'il y a eu une étude longitudinale sur l'évolution de l'aspect du canal semi-circulaire supérieur en fonction de l'âge, mais qui n'avait rien retrouvé de... Je ne sais pas, Paul, si vous avez des choses... Il n'y a aucune autre information qui explique quoi que ce soit. Alors, l'hypertension intracrânienne a été invoquée comme un facteur aggravant, peut-être un défaut initial. On ne sait pas mesurer la pression intracrânienne de manière fiable et chronique chez des personnes chez lesquelles on suspecte une hypertension intracrânienne. On n'a pas la moindre idée de combien de millimètres de mercure en trop, à ma connaissance. C'est très compliqué. C'est une lacune de notre connaissance. Est-ce qu'il existe des méthodes qui permettraient de suivre un peu mieux ça? Oui. Enfin, elles sont en train d'être développées, mais ce n'est pas encore au point.
Et c'est super important de mesurer ça. Après, l'existence des déhiscences unilatérales, bilatérales, ben, ça donne matière à réflexion. Alors, juste une petite question un peu malicieuse. On opère surtout les patients qui ont des signes vestibulaires. Okay, et le plus souvent quand même. Et on leur crée un déficit vestibulaire en leur comblant le canal supérieur avec des risques quand même de labyrinthisation des autres canaux. Donc, risque-bénéfice, est-ce que vous avez étudié ça déjà au niveau vestibulaire pur? Et ensuite, dans ceux qui ne compensent pas le déficit vestibulaire du comblement, quels sont les symptômes? Parce que normalement, les symptômes devraient être des oscillopsies verticales qui ne sont pas très agréables à vivre. Alors, je ne sais pas quels sont les symptômes qui sont considérés significatifs pour décider, les symptômes vestibulaires qui sont considérés significatifs pour décider du traitement chirurgical. Et qu'est-ce qu'on dit aux patients après? On va vous combler un canal, donc vous risquez quoi? Oscillopsie, labyrinthite, etc. etc. Donc, voilà. Ouais, en fait, ouais, ce que vous soulignez là, c'est le besoin d'un outil standardisé qui permet de faire le tri de tous les symptômes. Avant, après, bien sûr. Et donc, le besoin d'un questionnaire vraiment spécifique de cette pathologie-là, sans aller piocher à droite et à gauche pour faire un méli-mélo. Les patients, moi je les ai vus juste après, un peu plus longtemps après, 1 an, 18 mois et 2 ans. Donc je vois bien comment ils évoluent. La perte de fonction du canal semi-circulaire supérieur, elle est peu impactante dans leur vie quotidienne. Ils décrivent des choses quand ils se lèvent, il n'y a pas d'oscillopsie verticale. Quand ils marchent, il n'y a pas de souci de ce type-là. Et sur la sélection des patients, maintenant, on opère des patients avec l'autophonie au premier plan, par exemple. Ça peut arriver. Donc, ils n'ont pas de troubles vestibulaires. Ils n'ont pas de troubles vestibulaires. Et c'est des patients où, après, bon, c'est des réflexions qui sont anecdotiques, mais il y a aussi des patients qui se réveillent de la chirurgie avec canal comblé, aucun vertige et qui n'en auront aucun. Parce que les patients qui sont comblés, par exemple, à Strasbourg, ils font des comblements des canaux pour la maladie de Ménière. Anne Charpiot, elle décrit des risques de labyrinthisation, donc à la fois cochléaire avec des surdités, mais aussi vestibulaire. Alors, est-ce que là, il y a un risque? Parce que nous, on voit ces patients en consultation. On vous les envoie pour avis chirurgical, mais ils nous demandent des choses. Il faut qu'on puisse aussi leur dire, voilà, il y a ça comme risque, il n'y a pas... La labyrinthisation, ce qui est rapporté dans la littérature, c'est autour de 20%, mais c'est une labyrinthisation qui touche exclusivement les fréquences les plus aiguës. Nous, c'est une petite série, hein, c'est pas très important, mais on n'en a pas eu. Donc moi, le risque de labyrinthisation, il existe, il est significatif, mais il reste limité. Et après, la question, c'est la question du rapport bénéfice-risque, effectivement. Au niveau vestibulaire. Mais un malade qui arrête des activités, qui avait des activités, qui l'arrête, à l'autophonie, je pense par exemple à la randonnée ou au chant, ou même les réunions, les conversations, parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent de parler même. C'est ça. Donc là, il faut faire quelque chose. Quoi. Merci. On a l'impression que les symptômes, quand ils touchent le canal postérieur ou le canal latéral, sont beaucoup plus importants. Quand on a une fissure du canal externe ou du canal postérieur, d'abord les résultats de la labyrinthisation sont plus fréquents et la symptomatologie est beaucoup plus grande. Je ne sais pas pourquoi le canal postérieur supérieur marque un peu moins. Bon, mais toujours aussi passionnant et aussi intéressant. Donc au début, on apprend à opérer, après on apprend ce qu'il faut opérer, deuxièmement, comment opérer, et surtout, avec le temps, on apprend ce qu'il faut opérer et trier. Et c'est toujours le choix du patient et du vainqueur. Bon, petite pause et merci beaucoup, parfait. Merci.